Bonjour, bienvenue dans Plus Clair, les médias sous toutes leurs facettes. Vous ne raterez rien, vous verrez tout de l'actu télé, radio, presse, web en France et à l'étranger. Au sommaire aujourd'hui, les toutes dernières nouvelles des médias pour commencer. Un 20h qui patine, un chiffre d'affaires en recul, TF1 est déstabilisé, mais pas facile d'en parler pour les journalistes. Et puis, tournée manège, bientôt de retour sur TF1, le dating, c'est-à-dire la rencontre amoureuse, a le vent en poupe à la télévision. Images, décryptage, c'est dans Telenovela. Vous retrouverez bien sûr le zapping de la semaine et nos critiques TV. Ils ont choisi la nouvelle émission de Cyril Lignac sur M6. C'était lundi soir, le chef contre-attaque. C'est du coaching gastronomique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Notre tour du monde avec Christophe Beaugrand. Avec cette semaine, l'interview exclusive de Wentworth Miller. C'est le beau gosse de Prison Break. Il nous dit pourquoi la série s'arrête. Et puis, la débâcle du PS vue par la presse internationale. C'est dans Mediaplanète. Sans oublier notre cahier de tendance et bien sûr nos invités. Frédéric Lefebvre, il est porte-parole de l'UMP, mais surtout il est très influent sur les questions de l'audiovisuel. Il a un avis très précis sur les programmes. La fin de l'émission de Christophe Ondelat, décidée cette semaine. Qu'en pense-t-il? On va lui demander. Et puis Marc-Olivier Fogiel, tout le monde l'attendait au tournant sur Europe 1. Les premières audiences radio de la saison sont tombées. Alors, quel est le bilan? C'est sur le plateau de Plus Clair qu'il a choisi de réagir. Mais d'abord, pour commencer, le premier gros accident télé de cette saison. Vendredi 6 samedi, l'émission de Christophe Ondelat sur France 2 s'arrête. La décision de la chaîne est tombée cette semaine, pas assez d'audience. Explication, réaction, chronique d'un naufrage annoncé avec Vincent Dupuis et Laetitia Krupa. Ce n'est pas de la fiction, c'est une histoire vraie. Vendredi 5 décembre à 19h, il ne sera plus à l'antenne. Pas de naïveté, une émission culturelle, à la télévision, ça fait jamais plus de 7%. Tout le monde le savait avant, l'émission culturelle, ça ne marche pas. Chronique d'un échec annoncé, histoire d'un mariage raté, de l'impossibilité d'installer une émission culturelle le vendredi soir de 19h à 20h sur France 2. Que mettre une émission culturelle à 19h, ce n'est pas le bon choix. À cette heure-là, ça ne peut pas marcher. Voici pourquoi et comment Christophe Ondelat et son émission Vendredi 6 samedi ont perdu leur pari. Septembre 2008, rentrée télé, France 2 fait appel à Christophe Ondelat, star du fait divers et cadre de l'audience. Et son corps est retrouvé nu, exposé sur une tombe voisine. La chaîne veut installer un nouveau magazine culturel le vendredi de 19h à 20h. Jean-Marc Morandini, animateur de l'émission Le Grand Direct de la télé sur Europe 1, revient pour nous sur la naissance du programme. Il sortait de la matinale d'RTL, faut pas oublier le contexte, où entre 9h et 9h30, il faisait une émission culturelle qui marchait bien. Il a pensé qu'il allait réussir à transposer ce succès le soir sur France 2 entre 19h et 20h. Pour Thierry Moreau, rédacteur en chef de Télé 7 jours, c'est la certitude de la réussite qui a précipité l'échec de Christophe Ondelat. Faut jamais oublier que dans la jeunesse de l'histoire, c'est une des rares émissions qui a été mise à l'antenne sans faire de pilote. Ce qui est déjà une première aberration en télévision. Pas de pilote donc et trop peu de préparation. C'est aussi l'avis de Guillaume Fressard du supplément télé du Monde. C'est un concept qui a été un peu fait à la va-vite. On a mis des gens autour d'une table, sur des canapés, on leur a demandé de parler de l'actualité culturelle, mais ça ne passe pas en télé. C'était de la radio, mais il n'y avait pas de travail sur l'image, et je pense que ça s'est vu. Dès la première émission, les audiences sont très décevantes. À peine 6% de part d'audience. Un échec pour Christian Gérin, producteur et associé de Christophe Ondelat. On a fait un pari qu'on a perdu. Le pari, c'était d'imaginer que 12 téléspectateurs sur 100 pouvaient avoir envie de regarder une émission culturelle le vendredi soir à 19h. En fait, ils sont 6 sur 100 à vouloir le faire. Outre les chiffres passables, les critiques, elles non plus, ne sont pas bonnes. C'est vrai qu'au départ, on avait un peu l'impression que l'émission était tournée chez Habitat. C'est sympa notre appartement, qu'est-ce que vous en pensez? Avec un décor très design, mais sans vie, sans âme. Un plateau à la sauce d'amido, des chroniqueurs novices, et puis surtout, un karaoké en fin d'émission qui surprend. Il a été dans tous les zappings le lendemain, tellement c'était... il y avait quelque chose d'irréel, quoi. C'était, ça faisait boutade de colonies de vacances. Face aux critiques et à la faiblesse de l'audience, très vite, la direction de France 2 s'inquiète. Patricia Boutina-Ruel, directrice des magazines, le reconnaissait dès septembre. On s'aperçoit qu'une émission, je dirais, journalistique, d'information sur l'actualité culturelle à cette heure-là, c'est un défi quasiment impossible. Les semaines passent, l'audience ne décolle pas. Christophe Ondelat est persuadé de la qualité de l'émission et se refuse à toute modification. Mais France 2 va tout de même lui demander de revoir sa copie. Il a du mal à se remettre en cause. Donc il a eu du mal à accepter qu'on lui demande de faire des modifications pour améliorer son émission sur le thème. Laissez-moi du temps, vous allez voir, ça va s'installer. Bon, finalement, malgré tout, il a accepté un certain nombre de modifications, de décors, le départ des chroniqueurs.
Mais le mal est fait, malgré la nouvelle formule, avec une nouvelle table, un invité principal et 100 chroniqueurs, rien ne se passe. Les ex-chroniqueurs, nous les avons contactés, mais ils ont refusé de nous parler. Selon nos informations, c'est Christophe Ondelat lui-même qui aurait demandé à certains de ne pas réagir. L'émission, elle, est déjà condamnée. Début novembre, le Canard enchaîné annonce sa future suppression. Lundi dernier, le verdict tombe à une heure où France Télévisions va devoir absolument attirer des téléspectateurs pour engranger les recettes publicitaires. Vendredi 6 samedi, quitte la grille. La publicité s'arrêtant à partir de début janvier, après 20h, il faut vraiment que là, ils aient une émission entre 19h et 20h le vendredi, une émission qui puisse attirer du monde et attirer les publicitaires. On vous l'avait dit, c'est une histoire vraie. Et après 3 mois d'antenne seulement, c'est la première émission de la rentrée à être supprimée. Mais la direction de France 2 annonce d'ores et déjà d'autres aménagements à venir. Voilà, dernier numéro de Vendredi 6 samedi, ce sera le 28 novembre sur France 2. Et à part ça, il se passe quoi dans la France des médias? Pleine page dans Le Monde sur la crise que traverse TF1. L'Empire ne réagit pas, enfin pas officiellement. Alors y a-t-il pression de la chaîne sur les journalistes qui veulent en parler? Et puis tournée manège, le retour. TF1 mise sur le dating et beaucoup de chaînes parient de nouveau sur ce concept. C'est dans Telenovela, préparé par Raphaël Baillot, Wilfried Garcet, Christelle Ploquin et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. Avec pour commencer TF1. La Une en a ras la tour de ces maudits journalistes qui osent critiquer ses émissions. D'abord ces insolents du Monde avec cet article de samedi dernier, TF1, l'Empire ébranlé. Fuite du public jeune, mauvais résultat du groupe, tout y passe. Le comble, l'article raconte comment Jean-Claude Dacier, le directeur de l'information, a appelé Paris Match pour tenter d'empêcher cette couverture sur Claire Chazal. Son bonheur éclatant porterait trop ombrage à Laurence Ferrari. Jean-Claude Dacier dément, mais une chose est sûre, Le Monde refuse toujours un droit de réponse à TF1. Et puis, il y a eu ces malotrus de chez Télé 2 semaines. Cette une insolente sur Laurence Ferrari. Et hop, TF1 réagit. Des coups de fil qui sont arrivés à moi et puis aussi à la direction du groupe qui insinuait que nous avions fait ce genre de couverture pour des raisons extra-journalistiques, de relations personnelles. C'est la limite inacceptable d'entendre ça de la part de gens qui sont parfois des journalistes. Conséquence, Rémi Pernolet s'est fendu d'un édito vengeur sur les reproches, les engueulades et les accusations de TF1. Je trouve qu'il fallait pas laisser passer ça parce que on a le droit de faire un papier critique sur une émission de télé. Eh ben, faut croire que non. Selon le Canard enchaîné, le patron de la Une, Nonce Paolini, a appelé celui du Parisien, Jean Ornin, à cause d'articles trop méchants sur la Star Academy. Enfin, le blog Média du Point rapportait hier un ultime épisode de cette guéguerre de communication. Nonce Paolini aurait écrit à Jean-Paul Cluzel, le président de Radio France, pour se plaindre du traitement par France Info des audiences de la Une. Réveil difficile pour Clara Scheller. 3 ans que les fans de la trentenaire parisienne attendaient la 2e saison sur France 2. Mais patatras, mercredi soir, la série n'a pas résisté au foot sur TF1. Seulement 3 700 000 téléspectateurs contre 7 700 000 pour France-Uruguay. Quand on vit sur un petit nuage depuis 3 ans, on n'est pas vraiment préparé à se demander d'un seul coup ce qu'on vaut professionnellement. En tout cas, il y en a une qui est au moins aussi tristounette que Clara, c'est la productrice. Quoi vous dire sinon, grande déception. Voilà, je peux pas dire autre chose que ça. On était tous tristes et déçus. Maintenant, la série n'est pas terminée. Il reste quand même 2 soirs. Seulement mercredi prochain, il y a encore du foot sur TF1. Allez, bonne chance, Clara. Jean-Pierre Elkabbach pris d'assaut sur son propre terrain. Son mandat de 3 ans de président de Public Sénat s'achève en février et devinez quoi, il y a déjà un candidat au portillon. Je suis certain qu'on peut faire de cette chaîne une chaîne extrêmement ouverte sur le monde. Et oui, c'est Paul Vermus. Bonjour et bienvenue, on en parle à Paris. Mais qu'est-ce que vous avez là sur les genoux, Victoria Abril? Écoutez, vous avez un taux d'humidité dans votre pénis. Le sémillant animateur de France 3 Paris et journaliste mondain. Alors c'est un mot que je condamne tout de suite. Vous le retirez immédiatement. Bon d'accord, et alors quelles nouvelles émissions sur Public Sénat? J'imaginerais très bien, par exemple, une mini-série très courte, quotidienne, qui raconterait l'histoire du Sénat. Waouh, la super idée. On verra si cette candidature convainc le Sénat, chargé logique de nommer le président de Public Sénat. Et Jean-Pierre Elkabbach, aucun commentaire pour l'instant, mais il devrait être candidat à sa propre succession. La grosse surprise cette semaine, c'était pour Laurent Artufel, le présentateur de Change ta chambre sur France 2. Jusqu'à maintenant, cette émission de déco pour Jones était diffusée le samedi matin dans le cadre de KD2A.
Ce qui est bien dans cette émission, c'est que je peux me la jouer. Seulement lundi, tout a changé. L'animateur nous raconte. Julien Bord, donc, qui s'occupe de la jeunesse chez France 2, chez France Télévisions même, voulait me voir. Donc je suis allé rapidement chez France Télévisions. Puis là, j'ai appris la nouvelle que Change ta chambre, en fait, s'arrêtait. Donc pour moi, c'était un peu un choc, si tu veux, un peu sonné, quoi, encore même, là. Étrange, car l'émission remplit son contrat. Elle réunit 25% des 11-24 ans et 14% de l'ensemble du public. Puis je crois aussi peut-être que la déco, c'est pas la priorité de France Télévisions. Pour la jeunesse, j'ai quand même un espoir. Pourquoi pas exister en dehors de la jeunesse? Le directeur des programmes jeunesse était injoignable cette semaine. En attendant, Laurent Artufel participera au Téléthon le 6 décembre. 15 ans après la fin de Tournée Manège, nous avons retrouvé Fabienne Egal. La raison de cette rencontre, TF1 a tourné samedi un pilote de Tournée Manège version 2008. Flavie Flamand et Christine Bravo ont été testés à la présentation de ce programme. Alors Fabienne, TF1 en agence matrimoniale, ça peut encore marcher? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que de toute façon, elle n'aurait jamais dû quitter l'antenne. Et vous alors, ça vous aurait tenté d'y retourner? J'aurais bien aimé qu'on me le repropose, ouais. Rassurez-vous Fabienne, vous pourriez vite retrouver un job tant la tendance Love inonde le PAF. Mardi, M6 ouvre le bal des célibataires avec Maman cherche l'amour. Salut, je m'appelle Caro, j'ai 2 enfants et je suis une maman qui cherche un amoureux. Et voici en exclut les premières images de On va s'aimer. Direct 8 lance cette quotidienne de rencontre le 1er décembre avec un vrai lover aux commandes, Patrice Laffont. Le principe ? Il y a un cœur à prendre, 4 prétendants. Sauf qu'il y en a un qui ment parce qu'il est déjà en couple. Mais la meilleure séquence, c'est la simulation d'orgasme. La classe. Télénovela, c'est fini pour cette semaine et surtout gardez les yeux ouverts. On raconte qu'il dit tout haut ce que le président de la République pense tout bas. Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP, a un avis sur tout et surtout sur la télévision. Il n'est pas tendre avec le service public. L'arrêt de l'émission de Christophe Ondelat, Julien Courbet maintenu à 19h sur France 2. Qu'en pense-t-il vraiment? Et sur le reste des programmes, a-t-il aussi un avis? On va lui demander. Frédéric Lefebvre est notre invité. Il est sur le plateau de Plus Clair. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur ce plateau. L'émission de Christophe Ondelat, vendredi 6 samedi, va s'arrêter. Dernier numéro le 28 novembre. Alors, Frédéric Lefebvre, heureux? Bon, vous savez, on n'est jamais heureux quand il y a une émission qui rencontre des problèmes. Moi, j'avais simplement dit, en rendant hommage d'ailleurs à Ondelat sur ses qualités d'animateur, vous savez, j'oublie pas qu'il fait entrer l'accusé, que c'est un des plus gros succès de France Télévisions. De même que Courbet, avec sans aucun doute, a montré qu'il était un animateur de talent. Simplement, moi, ce que je disais, c'est que sur la grille à 19h, n'oubliez pas, c'est le moment où le service public a encore besoin de la publicité. Il l'a encore, elle n'est pas supprimée à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il rentre des recettes publicitaires à ce moment-là. Et puis en plus, qu'il lance ses programmes pour la fin de soirée. Vous vous exprimez beaucoup, en tout cas, sur les programmes de France Télévisions. On va écouter Quand on m'interroge comme vous. Oui, on va écouter un petit florilège de vos récentes interventions. Je parle de Courbet. À 19h, venir, après une journée de travail, voir les problèmes des gens, je ne suis pas certain que ça soit un moment où les gens aient envie de ça. Je pense qu'à 19h, faire une émission misérabiliste sur comment on va aller se débrouiller pour aller piquer dans les poubelles pour pouvoir... c'est pas à la hauteur du service public. C'est évidemment nécessaire qu'il y ait un certain nombre de gens qui partent, et d'ailleurs ils le demandent eux-mêmes. Ce qui est évident, c'est que 11 500 personnes, c'est trop. Et vous verrez que comme sur la pub, comme sur l'audit ou comme sur le personnel, on me donnera raison dans quelques mois. Votre bête noire, on l'a entendu, on l'a compris, c'est Julien Courbet et son émission Service Maximum. Pas du tout. C'est pas ma bête noire du tout. Vous y allez fort sur Europe 1, vous dites que on explique aux téléspectateurs comment aller piquer dans les poubelles. Parce qu'il y a eu une des émissions, que c'est ce que j'ai vu. Ouais. Et donc, il n'y a pas que ça. J'ai pas dit qu'il y avait que ça. De même que Julien Courbet, d'ailleurs, je l'ai bien vu, il a fait évoluer son émission. Moi, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui peut parfaitement animer la tranche de 19h. J'ai jamais dit que Julien Courbet n'était pas capable de le faire. Ce que je dis, c'est qu'on lui a pas facilité la tâche avec le type de programme qu'on a voulu imposer sur cette grille à un moment où je pense que ce n'était pas un bon choix. Dans le Nouvel Observateur cette semaine, vous faites partie de ce que l'hebdo appelle le vrai gouvernement de la France, et on peut lire page 32 pour savoir ce que le président pense tout bas. Il suffit de lire ce qu'écrit Frédéric Lefebvre.
Écoutez, ce qui est vrai, c'est que j'ai une grande proximité avec le président de la République depuis très longtemps, puisque j'ai été son collaborateur pendant très longtemps. Mais en même temps, vous savez, je ne pense pas surtout comme lui, de même... Est-ce que lui pense comme vous? Et lui doit penser comme moi de temps en temps, mais sans doute pas surtout. Que vous dit-il, lui, sur l'idée qu'il se fait du service public et de cette tranche? Mais vous savez, pas autre chose que ce qu'il a dit publiquement. C'est-à-dire que lui, il souhaite une télévision populaire de qualité. Et donc si on veut que le service public apporte quelque chose de différent et prenne sa place et trouve sa place dans cette nouvelle offre et qu'il ait les moyens de fonctionner, il faut faire la réforme qu'on va faire. Vous savez, sur l'histoire de la pub, par exemple, on a beaucoup dit de bêtises. Il y a une réalité, elle peut être mesurée, les chiffres sont disponibles. Avant même que Nicolas Sarkozy ne prononce un mot, le mot suppression de la publicité à France Télévisions, elle dégringolait 5 fois plus vite que sur les chaînes privées. Parce qu'il y a un système qui s'appelle Horizon qui avait été mis en place. Or, ce système, il a été arrêté très discrètement en septembre. Parce que c'était un mauvais système. Il y a 17 annonceurs qui étaient partis. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que si le début du mois de janvier avait été poursuivi tout au long des mois suivants, c'est 100 à 150 millions d'euros qui manquaient à France Télévisions. Et là, en plus, le marché publicitaire, il va avoir... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette réforme est en train d'éviter une catastrophe financière et budgétaire de France 2. Bien sûr. France 2, France 3. Patrick de Carolis France... a fait des erreurs avant que cette réforme n'entre en... Tout le monde fait des erreurs, mais je dis très clairement, je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises, qu'il y a eu une erreur de gestion de France Télévisions sur la publicité qui a fait que les chiffres sont disponibles, qui a fait que la publicité se cassait la figure plus rapidement qu'ailleurs. La discussion du projet de loi de réforme de l'audiovisuel démarre précisément le 25 novembre et le même jour, les salariés de France Télévisions se mettent en grève. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir loupé quelque chose? Bah écoutez, franchement, le fait que le personnel de France Télévisions est bloqué, soit inquiet, je le comprends. Mais en même temps, moi, je leur dis, regardez le positif que vous avez devant vous. Vous allez avoir enfin les moyens de faire les réformes. Puis vous savez, il y a tellement de réformes intéressantes. Ils en doutent. L'État a rappelé à plusieurs reprises, et l'a encore fait hier, que les 450 millions d'euros à France Télévisions, ils y seraient. Il ne faut pas faire croire aux salariés de France Télévisions, aux producteurs, au monde de la création, qui a besoin de France Télévisions, qu'il n'y aurait pas les 450 millions, ils y seront. Autre reproche que vous faites à France Télévisions, la sous-représentation des minorités visibles. Pas qu'à France Télévisions, je vous rassure. En général, vous vous attaquez au problème des minorités visibles et de leur représentation. Vous voulez imposer un système de discrimination positive. En tout cas, vous avez dit que vous iriez très loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous irez jusqu'au quota? Le vrai sujet, il n'est pas tellement le nombre de blacks, de gens d'origine maghrébine ou autres que vous mettez dans les programmes ou que vous employez dans vos effectifs. C'est de savoir d'abord où vous les employez et puis ensuite dans les programmes, quel rôle vous leur faites jouer, quelle image vous renvoyez à la société. Vous savez, moi je crois beaucoup au pouvoir de l'image. Or, il y a beaucoup de jeunes, quand ils voient que l'essentiel des acteurs noirs ou d'origine maghrébine sont des voleurs de sacs et ne jouent jamais les rôles d'avocats, écoutez, ça renvoie à une image qui n'est pas celle de la réalité. Vous irez jusqu'où? Alors, ce que je veux, c'est mettre dans la loi ce qui aujourd'hui n'est que dans le cahier des charges. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, on l'a fait pour les femmes. La discrimination positive, la loi sur la parité, c'est quoi? Encore faut-il qu'elle soit appliquée. Elle l'est quand même. Regardez, les femmes, vous avez trouvé une place que vous n'aviez pas à la télévision, que vous avez maintenant. Et en politique, ça commence à être le cas aussi, même si c'est un peu plus lent. On voit bien que vous avez une vision très précise et très ambitieuse du service public. Quelle est votre ambition, justement, au fond, Frédéric Lefebvre, devenir président de France Télévisions ou ministre de la Communication? Présidence d'un groupe d'audiovisuel, ça fait pas partie de ma vie. Mais un ministère, c'est pas à moi qu'appartient l'idée de choisir. Ça vous plairait en tout cas? Mais vous savez, tout ce qui est... Aujourd'hui, ce que je fais me plaît beaucoup. Et pour tout vous dire... Vous pourriez le faire au ministère de la Communication. Je ne pense pas à est-ce que je serai ministre ou pas. Par contre, évidemment, agir... Quand vous vous rasez, vous ne pensez pas au ministère de la Communication?
Non, je ne pense à aucun ministère. Quand je me rase, j'écoute de la musique. Merci beaucoup, en Merci tout cas, à vous. Frédéric Lefebvre, d'être venu répondre à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Merci beaucoup. À suivre, après la pub et le zapping de la semaine, Critique TV sur le grill, le nouveau programme culinaire d'M6, le chef contre-attaque. Quand Cyril Lignac fait du coaching, ça donne quoi? L'actu média à l'étranger vue par Christophe Beaugrand, c'est le Média Planète avec une exclue, l'interview de la star de Prison Break. Il nous dira pourquoi la série s'arrête. Scream Queens, c'est la télé-réalité de l'horreur et la guerre au PS vue par la presse internationale. Vous retrouverez aussi notre envoyé très spécial, notre cahier de tendance et puis dans un instant notre invité Marc-Olivier Fogiel. Il attendait les premiers chiffres radio de la saison avec impatience. Ils sont tombés. Réaction à chaud sur notre plateau. C'est dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de Plus Clair. Dans un instant, Marc-Olivier Fogiel, l'homme du matin sur Europe 1. Les audiences radio sont tombées. Il nous dira aussi ce qu'il pense de cette rentrée télé difficile. C'est la première fois qu'il en parle. Mais tout de suite, comme promis, le zapping. M6 ne se contente pas de son dîner presque parfait. La cuisine, la chaîne la décline à toutes les sauces et depuis lundi, elle a confié une mission à Cyril Lignac, faire la guerre à la malbouffe. Ça s'appelle le chef contre-attaque et nos critiques l'ont passé sur le grill. Critique TV, c'est parti. Attention, ça peut faire mal. Cyril Lignac, c'est un jeune chef, sans toc, mais bon, un peu toc lui-même, qui décide de partir en guerre contre la malbouffe. J'ai envie de vous apprendre à cuisiner parce que je pense que le jour où vous saurez cuisiner, vous saurez ce que vous mangez. Cette fois-ci, Cyril Lignac va coacher des ouvriers pour leur apprendre à faire la cuisine entre midi et 2. Dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Ils sont pesés, ils sont déshabillés. Alors, le bidon, hop. On fait leur bilan sportif, alors forcément ils sont trop gros. 124. Ils sont essoufflés, ils font pas assez de sport. Test arrêté pour épuisement musculaire. Enfin, rien ne va. Et puis à la fin de l'émission, ça se termine bien. Franchement, là, le plat, il est très bon. Ouais, ils m'ont bluffé. Ces gens-là ont appris à cuisiner, ont appris à manger plus sain. Ma femme, elle serait là. Franchement, elle serait sur les fesses. Tout le dispositif de l'émission est vraiment centré sur l'énergie de Cyril Lignac. C'est bon, Morissette. Change la gamelle. Qui en fait plein des tonnes et des tonnes. Je vais faire un malaise. Et donc c'est assez drôle parce qu'on l'entend tout le temps dire j'en crois pas à mes yeux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ça. Qui revient à peu près, 10 fois dans sa bouche. C'est juste un truc de fou. Cyril Lignac, c'est une bête de télévision. Ah de l'ail, non, ça c'est des champignons ça. C'est le meilleur produit marketing que j'ai jamais connu. Vous allez prendre du plaisir, ça va être autre chose. M6 a accompagné finalement l'ouverture de son premier restaurant. On le voit également faire de la pub pour un fromage et cette pub passe d'ailleurs juste avant l'émission Chef contre-attaque. Ras-le-bol des émissions de coaching à la télévision, on est dans l'overdose totale. Dans cette émission assez symptomatique de la culture de M6 du moment, qui est évidemment depuis plusieurs années complètement obsédée par les émissions de coaching. Ce que tu mets dans ta poêle, c'est ce que tu auras dans ta bouche. De Super Nanny à Nouveau Look pour une nouvelle vie. Et d'une certaine manière, Cyril Lignac est un peu le super daddy des obèses. T'as jamais épluché une carotte? Mais avant d'en arriver là, c'est quand même avant tout un documentaire social extrêmement pénible. Voilà, moi ça me touche. Quoi. Voilà, les gens comme ça me touche. Voilà. On a quand même en face de nous des ouvriers qui sont traités quand même assez durement par l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils puissent cuisiner convenablement? Le réfectoire, on dirait que c'est du mobilier de la RDA. Il y a le chauffe-gamelle. Chauffe-gamelle. On est même dans la caricature, parce que dans cette émission, il y a un jeune homme de 21 ans qui a certes une légère surcharge pondérale. C'est vraiment trop beau. On lui dit à la fin, ah là, mais vous risquez l'attaque, mon pote. Apparemment, je risque de péter une artère. Finalement, ces ouvriers, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pouvoir manger vite fait sur un coin de table pour aller faire une pétanque. Je m'en fous de la cuisine. Et on voit un Cyril Lignac, sorte de Pierre Palmade de la gastronomie. T'as jamais mangé de brocoli? S'agiter dans tous les sens. Vous avez déjà mangé du brocoli? Pour essayer de faire en sorte que ces gens se mettent à la diététique. Parce que lui, il n'a jamais mangé. Qui ressemblent tous à Claudia Schiffer. 9,4% de part d'audience, 2,6 millions de téléspectateurs. Il n'y a que la case du samedi soir avec Smallville qui fait moins. Donc c'est un échec. Mais il faut goûter, quoi. Gare à l'indigestion. Indigeste. Mais c'est un truc de fou. Thank you.
Critique TV, c'est réalisé par Jean-Thomas Roux. Le chef contre-attaque revient lundi soir sur M6. Et ailleurs, drame pour les amoureux de Wentworth Miller. Prison Break s'arrête. En exclusivité, le héros de la série se confie à la caméra de Plus Clair. C'est dans Mediaplanète avec Christophe Beaugrand. Un rendez-vous préparé par Adrien Roa et Didier Alouche à Los Angeles. Bienvenue dans Mediaplanète, toute l'actu internationale des médias en moins de 5 minutes. Oui, ça fait toujours ça la première fois, n'ayez pas peur. Au programme aujourd'hui, en exclusivité pour Plus Clair, Wentworth Miller, le beau gosse de Prison Break, nous annoncera l'arrêt de la série, il nous dira pourquoi. Une nouvelle émission de société en Suède, des femmes voilées qui commentent l'actualité de façon très polémique, ça fait scandale, on verra ça. La guerre au PS fait les gros titres dans toute la presse européenne, un duel de femmes qui fait jaser, et puis une télé-réalité pour découvrir la Scream Queen, la future star des films d'horreur, il faut savoir hurler. Prison Break, c'est fini. On le sentait venir, mais c'est désormais officiel. Il faut dire que la 4e saison n'a toujours pas réussi à décoller sur la Fox. Alors que s'est-il passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Mediaplanète a interviewé en exclusivité Monsieur Wentworth Miller, le héros de Prison Break. Il n'y a pas de décision officielle, mais tous les gens impliqués dans la série savent que c'est fini. Ça y est. S'il y a une saison 5, c'est une question d'argent. D'un point de vue financier, c'est une série qui marche bien, très lucrative, donc des personnes influentes ne veulent pas voir la série s'arrêter. Moi, personnellement, j'ai fait le tour de cette expérience et je veux passer à autre chose. Et en principe, la Fox devrait commander un téléfilm de 2 heures pour clore la série correctement. Les fans seront soulagés de l'apprendre. Il n'y a pas qu'en France que Ségolène Royal est une star. Dans la presse européenne aussi, la succession à la tête du PS fait les gros titres. Le Herald Tribune et The Independent choisissent la même métaphore, Civil War, guerre civile pour l'un et une terrible battle, une bataille pour l'autre. La Libre Belgique en rajoute une couche avec le massacre de Reims. En Espagne, c'est une crisis mortale. Dans El Giornale en Italie, une crise tout court. Et pour le Spiegel en Allemagne, ein Fiasco. Et le meilleur jeu de mots, on le doit à la Tribune de Genève avec ce titre, le PS sombre dans le tout à l'ego. Autre événement, alors je sais ça n'a rien à voir, dans la presse américaine cette fois-ci, quel chien pour la Maison Blanche? Et oui, tous les magazines et les quotidiens prennent parti, Labrador, Caniche, Yorkshire, en tout cas Barack Obama devra trancher. Et même sur le net, le débat fait rage, regardez cette petite vidéo qu'on vous a dégotée. Barack, si vous nous regardez, j'ai ce vieux chien, appelé Canal+, si ça vous intéresse. Oh oui, j'adorerais venir vivre à la Maison Blanche. L'émission s'appelle Halal, elle a débarqué en Suède il y a quelques jours. C'est un concept tout simple, des femmes qui commentent l'actualité, sauf que les animatrices en question sont des femmes voilées. Dans l'émission, Dalia, Khadija et Sherine abordent plusieurs sujets de société sous l'angle religieux et leurs prises de position radicales font scandale. Alors comment ce programme est-il perçu en Suède, d'autant qu'il est diffusé sur la télévision publique? On est allé voir une spécialiste suédoise, Alice Petrén, bonjour. Bonjour Christophe. Alors vous êtes journaliste et vous avez enquêté sur cette émission. Ces femmes, ces 3 femmes voilées dans le programme, ce sont des femmes très religieuses. La télévision suédoise a eu un peu de malheur avec les castings parce qu'une de ces femmes, qu'elle avait 18 ans, elle a été dans un programme à la télé et elle a défendu lapidation de femmes adultères. Moi, j'ai parlé avec la PDG de la télévision hier pour avoir justement un peu des arguments. Elle dit que c'est un documentaire, on aimerait bien être provoquant et on aimerait bien laisser la voix aux minorités en Suède. Ce que la télévision suédoise a voulu trancher, là, c'est peut-être des frontières pour montrer autre chose. Mais moi, je trouve que ça risque d'être très stigmatisant. Et sachez que les musulmans représentent environ 400 000 personnes en Suède et ils craignent que la vision de l'islam véhiculée dans cette émission ne finisse par leur porter préjudice. C'est un peu la Starac de l'horreur. Les
L'émission s'appelle Scream Queen, ça se passe aux États-Unis bien sûr. Plusieurs candidates sont enfermées dans une maison et elles doivent montrer qu'elles ont toutes les qualités pour jouer dans un vrai film d'horreur. It's time for your first acting challenge. Let me introduce your scene partner. Whoa. Your first acting challenge is simple. Convince him not to kill you. How you do it is totally up to you. Next, please. Et mine de rien, il s'agit d'un casting très sérieux, puisque la gagnante remportera un rôle dans le prochain saut. Vous savez, la saga des films d'horreur, le 6e volet. Saucisse donc. Et si ça marche, on attend bien évidemment Saucette. Bien. À la semaine prochaine, dans Média Planète. Mercredi soir, fin du suspense, Médiamétrie a dévoilé les audiences trimestrielles des radios. Premier chiffre officiel depuis la rentrée. Un homme attendait ces audiences avec beaucoup d'impatience, Marc-Olivier Fogiel. Les matinales sur Europe 1, pour lui, c'est un challenge. Pour la station, c'est un enjeu crucial. Et il a choisi Plus Clair pour venir commenter ces chiffres. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Ça va bien Charlotte? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Je suis content de revenir. On va parler de ces audiences radio Médiamétrie, évidemment, qui sont tombées mercredi soir. Pour la période septembre-octobre 2008. Toute la profession les attendait. On va regarder ce que ça donne précisément. Avec 12,2% d'audience cumulée, RTL sans surprise est toujours en tête, mais qui recule de 0,3 points sur un an. Et avec 9,5%, Europe 1 progresse très fortement et en plus gagne une marche sur le podium en dépassant France Info. C'est la plus forte progression d'Europe 1 depuis 5 ans. Vous êtes soulagé ? On est content, mais je vous entendais dire qu'on attendait ça avec impatience. Objectivement, on est très content aujourd'hui, mais on était extrêmement serein parce que on n'allait pas, on vous l'avait dit, être jugé au bout de la première étape. C'est un travail de longue haleine qu'Alexandre Bompard a entrepris. Alors évidemment, on est hyper content, c'est encourageant. C'est un premier indicateur qui est encourageant. Voilà, mais on se disait pas, oh là là, comment ça va se passer, ça va être, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire. C'était calme, c'était serein. Et pourtant, jeudi matin sur Europe 1, vous le disiez, que vous étiez content. Écoutez. Commençons cette matinale par un énorme merci. Les premiers chiffres Médiamétrie de la saison radio sont tombés. Europe 1 enregistre la plus forte progression de toutes les radios. Et puis Europe 1 qui vous dit merci ce matin. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci, merci, merci. Europe 1 matin enregistre une forte progression. Grâce à vous, il est 7h30. Et Laurent Cabrol, heureusement que nous sommes heureux ce matin Europe 1, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Parce que du côté du temps, pas de quoi se réjouir, Laurent. Non, mais c'est vrai que... Vous étiez tout de même sur un petit nuage. Je crois que y a quelque chose qu'on a réussi à installer le matin, c'est une forme de convivialité avec les auditeurs. Je crois que voilà, il y a des choses à améliorer, mais ça existe. Et il y a ce partage, et je crois que on avait envie vraiment de leur dire merci. Ça nous faisait plutôt plaisir d'avoir des bons chiffres et de se dire que on se levait pour quelque chose, quoi. Comme d'habitude, quand ces audiences tombent, tout le monde est content. Alors on a fait le tour des patrons des radios pour accueillir leurs premières réactions à chaud. C'est l'école des fans un peu. C'est un résultat très positif pour RTL, puisque une nouvelle fois RTL est première radio de France, tous critères confondus. En part d'audience, nous sommes la seule radio à 2 chiffres, avec 25% de part d'audience, de part de marché, si vous voulez, de plus que la radio suivante. De toutes les radios en France, nous sommes la radio qui a le plus bousculé non seulement ses habitudes, mais en même temps toute sa grille. Donc inévitablement, là je dirais la chute d'audience devait arriver. Mais elle est moindre que ce que je pouvais appréhender, puisque sur le cumulé, on n'a pas bougé. La radio publique et notamment France Inter se porte bien. C'est un vif sujet de satisfaction. Fort en audience cumulée, plus de 5 millions d'auditeurs jour. Je vous rappelle que c'est un club très fermé, le club des plus de 5 millions d'auditeurs, 3 radios seulement. On a aujourd'hui un motif d'encouragement quantitatif qui nous est donné par ces chiffres. Ça nous donne envie de continuer, d'améliorer tout ce qui doit être amélioré parce qu'on a construit cette grille en assez peu de temps. Mais c'est évidemment aujourd'hui surtout un motif d'encouragement pour toutes les équipes. Mais c'est vrai que tout le monde peut être content. Il ne s'agit pas de dire qu'on est les meilleurs, les autres sont des nuls. C'est pas vrai. Il y a une compétition saine et une émulation saine. Donc objectivement, ils ont raison les uns et les autres de dire que leurs médias fonctionnent bien. Et nous, on est contents d'être dans la course simplement. Voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'on appelle l'effet cuvette. Que d'abord, des tas de gens se disent « Oh là, mais c'est bizarre, ce choix-là le matin sur Europe. » Et puis petit à petit, essayer de les conquérir. Finalement, cet effet-là, il n'a pas vraiment eu lieu. Et au bout de la première vague, il y a, disons...
une progression affichée. C'est, par exemple, j'étais content d'apprendre ce matin que c'est la seule matinale qui a augmenté en un an. C'est la seule, voilà. Alors, Marc-Olivier Fogiel, quand vous avez appris les audiences Médiamétrie, vous étiez dans le bureau d'Alexandre Bompard, le PDG d'Europe 1. Non, j'étais chez moi. Laissez-moi continuer, parce que moi j'ai mes infos. Claire, qui ne recule devant rien, avait caché un micro dans le bureau. Quand il vous a appris cette bonne nouvelle, c'est un document exclusif, et je vous propose d'écouter votre joie, Marco. Hein? Non, c'est pas vrai. L'audience a augmenté. Oh non, c'est pas vrai. Mais Alexandre, non, mais j'ai pas fait exprès en plus. Donc du coup, je suis obligé. Non, mais si ça augmente, du coup, je suis obligé de rester jusqu'à Noël, jusqu'en juin. Oh non, mais moi j'en peux plus, Alexandre. Non, mais je me lève tous les matins à 3h du matin. Moi, j'ai été recruté, Alexandre. Faut parler franchement, pour faire un job de journaliste, animateur de la matinale. Je me rends compte, c'est un job de boulanger. 3h du matin tous les jours. J'en peux plus, Alexandre. Faut me virer. Réaction, Marc-Olivier Fogiel, à ce document exceptionnel, bien sûr. J'ai découvert Nicolas Canteloup en bossant à Europe. On est devenu aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, amis. C'est un mec qui a un talent incroyable. Il me fait marrer tous les matins. Il est jamais méchant. Il est drôle. C'est le meilleur des imitateurs. Nous, là, vous savez qu'il est avec nous. Il est vraiment en ligne. Il est avec nous là. Je croyais que c'était un document enregistré. Il est avec nous. Mais il est où, en Nicolas? Ce moment, là, avec nous. Vous pouvez lui parler. Nicolas? Oui. Ça va bien, Nicolas? Oui, très bien. J'ai reçu ton texto ce matin à 4h30, mais tu ne dors pas à 4h30, Nicolas? On a la même vie quasiment. Alors? La vie de boulanger-pâtissier. Ouais, manifestement. Alors Marco, nous avons aussi un invité surprise qui souhaitait... Encore, mais c'est sacrée soirée chez vous, oui, Charlotte, absolument. aujourd'hui. Qui souhaitait vous féliciter pour vos belles performances. Nikos Aliagas, évidemment, qui voulait vous faire un petit coucou. Et oui, Charlotte est là, Marco est là, tout le monde est là, bonjour à tous. Il est là, Marco, il s'accroche à ses rêves. Il vient de passer les évals de Médiamétrie. Et c'est gagné, mon garçon. C'est gagné, Marco, tu n'es pas nominé, tu as été sauvé par le public. Tu restes avec nous jusqu'à juin. Et tu feras même peut-être la tournée Europe 1. Salut, Marco. Salut, Nikos. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Canteloup, pour cette belle surprise que vous faites aujourd'hui avec plaisir. À Marc-Olivier Fogiel. Vous qui avez connu justement plusieurs animateurs pour la matinale d'Europe 1, c'est quoi le plus de Marc-Olivier Fogiel? Bah écoutez, je crois qu'en fait, on a vécu effectivement plusieurs animateurs à la matinale et on s'est rendu compte qu'il nous fallait, on avait un petit peu de mal et là c'était pas un animateur de matinale qu'il fallait, c'était un exorciste. Donc je crois que la grosse qualité de Marco, c'est l'exorcisme. Merci vraiment beaucoup, Nicolas Canteloup. Je rappelle que votre DVD sort le 26 novembre. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, la station leader, on l'a dit, ça reste RTL et il y en a un comme vous qui se lève en pleine nuit depuis 3 mois. C'est Vincent Parisot. Il a repris la matinale de Christophe Ondelat. Notre envoyé très spécial, Raphaël Bayot, a elle aussi mis son réveil lundi dernier et elle a suivi Vincent Parisot. L'envoyé très spécial est attendu d'urgence. Lundi, en pleine nuit, à Nogent-sur-Marne. Ma mission, cueillir Vincent Parisot, le présentateur de la matinale d'RTL, dès sa sortie de chez lui. Bonjour, je suis Raphaël. Bonjour Vincent. Vous avez l'habitude, pour moi c'est plus difficile, je vous le dis tout de suite. Oui, non, ça roule, moi ça va. Ça n'a pas été trop dur pour vous le réveil? Mais si, trop dur, car il faut bien avouer l'insoutenable vérité. Il est 4h20 du matin et ce monsieur, je l'ai jamais vu avant. Et c'est vrai que son visage n'est pas encore très connu, mais Vincent Parisot, c'est plus de 20 ans de radio et 4 millions d'auditeurs chaque matin. Mais regardez déjà les gens qui vont travailler là. Il y en a pas mal, je trouve. On n'est pas tout seul. 5h moins 5, on est arrivé à RTL. Et non, on passe pas par l'entrée normale, mais par l'entrée secrète de la station. C'est l'entrée par laquelle on fait rentrer aussi des superstars pour quand on veut pas qu'ils soient... Merci pour l'info. Allez, 5h01, les rédacteurs en chef nous attendent pour causer du menu du matin. Bon, il y a le congrès du PS, il y a les grèves en tout genre et bien sûr, les dernières nouvelles de la nuit. Qu'est-ce qu'on a de neuf? Oui, on a le chef présumé de l'appareil militaire de l'ETA. Il a été arrêté en France. Ah bon? Ouais. Et juste après, Vincent est parti écrire ses textes dans son bureau. Bon, ça se voit pas, mais j'en ai profité pour une micro-sieste. À 7h moins le quart, j'étais donc au taquet pour la question embarrassante. C'est pas grave de pas être reconnu quand on fait de la radio. Le fait que les auditeurs ne mettent pas forcément un visage sur la voix n'est pas un problème pour faire bien le job. Cela dit, il y a une campagne d'affichage et de presse. Oui. Et puis, je pense que les choses vont se faire petit à petit. Pas mal la campagne, presque aussi classe que la photo avec Bill Clinton. Et ce n'est pas tout, waouh, un livre sur les chauves. Mais pas le temps de faire trop d'autodérision. Le journaliste attrape sa tasse de thé, c'est son dopant avec le Soda Light et entre en studio. Il est 6h58, c'est parti pour 2h30 de direct. Bonjour, merci.
amis, bonjour à toutes et à tous et merci de commencer la semaine avec RTL. L'actualité, vous le savez, est toujours dominée par les mouvements sociaux. Mais 2 minutes plus tard, un pépin. La liaison avec une reporter en Afrique ne fonctionne pas. Clou et Triomphe, vous êtes au Mali, c'est ça ? Non, vous n'êtes pas au Mali. Eh bien, vous serez au Mali dans quelques minutes sur RTL. Et ça, Vincent, ça l'énerve. Putain merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier rendez-vous, on le plante, quoi. Allez, c'est pas grave. En bon pro, le journaliste reprend le sourire. Et je peux vous dire que le matin, ça défile vite le temps. 8h-10, Jean-Michel Apathy cuisine le député PS Manuel Valls. 8h15, l'écrivain Éric Orsena témoigne sur la désertification en Afrique. On est vraiment dans un cercle vicieux, Éric Orsena. Et vous savez quoi ? Même les invités ne connaissent pas si bien Vincent Parisot. Non, je le connais pas. Et je le connais maintenant. On sait qui c'est, mais on ne le reconnaîtrait pas dans la rue. Donc ça veut dire qu'il est plus libre que d'autres qui trimballent avec leur image. 8h30. Bonjour Pascal Clark. Bonjour Vincent. Alors ce matin, il faut des mots bien. C'est la revue de presse et je découvre la botte secrète de Vincent grâce à Pascal Clark. C'est l'ami du petit matin, c'est quelqu'un de terriblement empathique, qui fait pas semblant. C'est ça le truc en radio. Bref, avec Vincent Parisot, RTL s'est offert le présentateur proche de l'auditeur. Et ça, par exemple, ça veut dire plier en 4 devant les blagues de Laurent Gérard. Miss PS, le rêve d'une vie. Et tout ça grâce à qui ? À son coach. Et son coach, c'est qui ? Son Parisot. C'est vous. C'est qui ? Dominique Besnéard. Et Vincent, il est tellement sympa qu'il a des supporters inattendus. Hugo Frey est fan de lui parce que j'ai croisé Hugo Frey l'autre soir. Tiens donc. Non, c'est vrai. 9h30, la matinale est finie et youpi, je peux enfin reparler à Vincent. Alors, comment ça va ? Ah, ça va mieux là. C'est vrai ? Comment on se sent après 2 heures d'antenne comme ça ? 2h30. 2h30, ouais. Vidé. C'est vrai ? C'est sportif ? Oui, parce que je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas vraiment de moment où on peut souffler. Aucun. Juste aucun. Et on est sans arrêt en train de cavaler. De courir après le temps. De courir après le temps. Faut pas donner l'impression aux auditeurs qu'on court après le temps. Et moi, c'est pareil. J'ai bien cavalé et je commence à être fatigué. À bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci. Ouais, merci, mais là je vais plutôt aller me coucher 1 heure ou 2. Allez, à la semaine prochaine. Je vous voyais regarder le sujet et dire ouais, c'est vrai, il a raison, c'est vrai. Ouais, on vit la même chose. Et puis là, en plus, je retrouve mes amis de la rue Bayard, Philippe Robuchon, le rédacteur en chef, etc. Donc ça me fait plaisir de les revoir par écran interposé déjà. C'est pas si loin, la télé, pour vous. L'émission de Christophe Ondelat, vendredi 6 samedi, va s'arrêter. Ce sera le 28 novembre. Faute d'audience, vous trouvez ça juste, injuste ? J'ai pas suffisamment regardé. Moi, j'aime beaucoup Christophe Ondelat. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans à RTL. C'est un chouette gars qui a beaucoup de talent. Le peu que j'ai vu, donc franchement, je juge sans avoir tous les éléments. Je pense qu'il mérite mieux et qu'il sait faire mieux. Ça, c'était peut-être un petit péché d'orgueil de se dire ça marchait à la radio, on va faire à peu près la même chose. Ça manquait peut-être un peu de force dans le concept. Et c'est un gars qui a ce talent-là, donc il va rebondir. Moi, j'étais un peu déçu dans ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu grand-chose. Il est plutôt prêt à rebondir. Vous allez l'entendre. Pourquoi pas même à votre place sur Europe 1, c'est ce qu'on a compris mardi en l'écoutant chez Jean-Marc Morandini. Je ne me dis pas aujourd'hui je reviens bien à la matinale d'RTL. En même temps, je ne vous dis pas non plus que je n'y reviendrai pas. Vous voyez, nous allons, dans quelques jours vont sortir les audiences radio. On verra ce que Marc-Olivier Fogiel a fait sur votre chaîne. On verra ce qui se passe sur RTL. Et puis sans doute qu'on me posera des questions, on me fera des propositions et je les examinerai. Non, mais vous voulez que je vous dise quoi ? Christophe, il a du talent. Il veut plus se lever le matin. C'est pour ça qu'il est parti. Donc, je pense pas qu'il se relève le matin demain. Il aimerait bien, là. C'est ce qu'il dit. Non, il a pas dit tout à fait ça. Il dit qu'il étudiera toutes les possibilités. Franchement, on est dans des métiers où on a la chance de réagir à des propositions qu'on nous fait. Il aurait tort de se priver. Si on lui propose quelque chose demain, à RTL, ailleurs, mais il n'y a pas de raison. Ce que fait Vincent Parisot, ça marche super bien. Nous, on est très contents de ce qu'on fait. Je vois pas pourquoi demain, quelqu'un lui proposerait quelque chose. Mais pourquoi pas ? On fait des métiers tellement bizarres où les choses peuvent changer tellement vite et il aurait tort de se fermer des portes a priori. Juste un petit mot, vous disiez tout à l'heure que la rentrée télé était extrêmement difficile. Ça vous donne pas envie d'y garder tout de même un tout petit pied à travers la production, par exemple ? J'ai un tout petit pied encore, mais vraiment léger, parce qu'il se trouve que j'ai adoré travailler à M6 ces dernières années. J'ai découvert des gens et c'est un peu ça ma chance dans mon petit parcours professionnel. Vous produisez quelques sujets pour 100% Mag, parce que Jérôme Bureau, qui est le patron de l'Info, et Thomas Robulo, qui est son adjoint, sont des gars que j'aime beaucoup. Et avec mon ex-associé Nicolas Plisson, on a remonté une petite structure qui fait des petits sujets pour 100% Mag, parce que ça nous donne l'occasion de déjeuner, notamment avec Jérôme et Thomas, et qu'on discute de ça. Voilà, c'est une façon de continuer un peu à garder le contact professionnel, parce que vous savez comment c'est. Et d'autres projets avec M6, justement, pour 2009 ? Aucun. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. À bientôt. Ce qui est in, ce qui est out cette semaine à la télévision, c'est dans le cahier de tendance de Mathieu Drouin.
Et c'est parti pour un nouveau cahier de tendance. L'hiver approche et ce qui était in cette semaine à la télé, c'était de ressortir sa bonne vieille fourrure. Ça a commencé soft avec Marie Fugain dans Une surprise peut en cacher une autre. Le journaliste Rémi Baudouin de la RTBF était aussi complètement au max avec sa fourrure, comment dire... Irréversible, pardon. Voilà, irréversible, j'allais le dire. 4 belettes plus tard, on retrouve Karine Fauvet très tendance à la météo d'LCI. Et le phénomène débarque aussi dans la pub. Oui bah à ce rythme-là, à quand une roue de la fortune spéciale fourrure? Ah bah mince, c'est déjà fait. C'est quoi ce qu'il porte là? Oh non, du lapin! La masse au buzzer. Oui bah, vivement l'été prochain. J'aurais pu vous parler de la folle semaine du PS, mais bon, tout ça, c'était quand même un brin coinceau. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand on sait que ce qui était in cette semaine, c'était d'être détendu, à la cool, quoi. Et par exemple, dire la météo la bouche pleine dans l'édition spéciale. Dans C'est au programme sur France 2, jouer à faire n'importe quoi avec ses cheveux, voir qu'on passe à la télé, si, dans l'écran là, et du coup, tout relâcher mine de rien. Dire des gros mots comme Michel-Édouard Leclerc, attention, 3, 2, 1. Qui ont déconné. Ouh là là, déconné, il l'a dit, sapristi. Cela jouait MC Reichmann, ou carrément se mettre le doigt dans le nez devant le président. Oui bah doucement quand même, c'est sérieux la politique. Le hit de la semaine dans la presse, c'était la Scottish Touch, ou touche écossaise si on veut être drôle. Parce que des carreaux, il y en avait partout. Le journal américain GQ nous montre qu'en écossais on est tendance, même en prison. Dans le L anglais, on reste classe même avec un œil crevé. Bah oui, mais c'est pas évident. Marie-Claire nous propose les objets écossais, comme ces superbes ballerines pour madame. Enfin, Téléstar nous confirme la tendance, notamment avec Louise Bourgoin. Et c'est vrai que finalement, ça manque un peu d'écossais à la télévision. Alors les deux Macs, c'est bien beau d'avoir des noms qui sonnent scottish, mais faudrait peut-être penser au kilt, non? Ah ouais. Et pour la deuxième semaine consécutive, le out est attribué aux blagues un peu limite. Et les deux finalistes sont... Blague numéro 1. Tu savais toi qu'il fallait 3 moutons pour faire un pull? 3 moutons pour faire un pull? Ouais. Tu penses que ça m'étonne? Moi je savais même pas que les moutons savaient tricoter. Non mais... Ah ouais quand même. Et dans un style radicalement différent, blague numéro 2. Alors et ce dimanche? J'ai fait de la pâtisserie. Et qui faisait le rouleau? Mon chien. Ah ouais, ok, là, c'est carrément de la philo. Bon, petit cours de rattrapage avec un classique d'Alex Good. Pour sa fête, n'oubliez pas de réveiller Théo. Et oui, Théodore. Ah, cet Alex Good, c'est quand même vraiment le meilleur. Allez, à la semaine prochaine. Voilà, plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur canalplus.fr. Rendez-vous, même endroit, même heure, samedi prochain, c'est en clair et c'est à 12h45. Bon week-end, bye bye.